Je suis censée me mettre là, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est plus adapté. Il me semblait. Bonjour à tous. Nous vous remercions sincèrement de votre présence pour cette première édition des Sophia Birthday. Nous remercions particulièrement Monsieur Leonetti, ministre, maire d'Antibes et président de la CASA, le sénateur Marc Denis, Madame Debras, maire de Biot, Madame Saluki, maire de Valoris, Madame Davenet, directrice du département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme du gouvernement monégasque, venue spécialement de Monaco avec Monsieur Aquilina, et bien sûr Pierre Lafitte, fondateur et président de l'association historique de Sophia Antipolis. Sophia Birthday, ce jeu de mots qui interpelle, est voulu pour signifier l'anniversaire des 50 ans de Sophia Antipolis et ce que l'on a désiré appeler les Journées de la Terre. En effet, depuis une petite année que nous nous intéressons au sujet, Antoine Guy et moi, à travers de nombreux articles écrits dans notre magazine Sophia Métropole Mag. Nous avons rencontré de nombreux scientifiques comme Denis Allemand et Nathalie Ilmy du Centre scientifique de Monaco qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Le sujet est d'importance pour la survie même de l'humanité. Rien que cela. Et puis nous avons rencontré Pierre Lafitte, ici présent et fondateur de Sophia il y a 50 ans, qui est toujours la première technopole d'Europe. Ce visionnaire nous a exprimé son inquiétude pour l'emballement climatique et la montée du niveau de la mer. Il vous en parlera tout à l'heure. Tu veux lire une partie ? Nous avons alors décidé, cela nous a semblé évident, d'organiser dans le cadre des manifestations des 50 ans ce symposium. Nous ignorions à l'époque que l'actualité brûlante de cette année 2019 interpellerait le monde entier. Que Pierre Lafitte lui-même se préoccupe des 50 prochaines années et imagine que le sujet prédominant d'une technopole comme Sophia Antipolis soit ce bouleversement climatique et les conséquences désastreuses pour l'avenir de nos enfants, des espèces animales, nous a semblé remarquable. Alors, lorsque Pierre Lafitte, au travers de l'association historique Sophia Antipolis, m'a demandé de lancer un club des cités côtières internationales pour regrouper les données, les bonnes pratiques et apporter des solutions d'avenir aux cités et commerces portuaires, j'ai accepté avec plaisir cette mission. Nous avons envoyé de nombreux courriers ce printemps et cet été à Singapour, San Francisco, Amsterdam, mais aussi dans les pays d'Afrique, comme des bouteilles à la mer. Nous avons contacté les grandes villes portuaires d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Et petit à petit, les réponses arrivent. Et l'intérêt pour ce club qui n'existait pas encore à travers le monde et que nous avons la chance d'inaugurer ce jour laisse présager d'un succès. En effet, la présence ce matin de Madame Davenet et de Monsieur Aquilina, représentant son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, en est une convaincante démonstration. Nous allons signer dans un moment le livre d'or du lancement du Club des cités côtières avec les élus et personnalités présentes, mais nous le laisserons à l'accueil pour que chacun qui a pris conscience de l'importance de ce problème pour les individus vivant sur le littoral du monde entier puisse signer également ce document comme un engagement citoyen. Je remercie tous les intervenants de grande qualité qui ont fait le déplacement, venant parfois de loin, pour nous informer, nous alerter, nous mobiliser, nous émouvoir sur l'état de la planète et des océans, afin de trouver ensemble des solutions pour écrire sans tarder le monde de demain. Je tiens aussi à remercier dans ce petit préambule mon équipe qui a beaucoup travaillé depuis des mois pour que ce symposium existe. Je cite ici Christophe, vidéaste durant ces 2 jours, mais aussi graphiste de talent à qui l'on doit ce logo, Sophia Birthday. Et bien sûr Laurent, fidèle photographe qui nous accompagne pour des centaines de clichés à partager. Je tiens tout particulièrement à remercier mon collaborateur Antoine Guy, qui n'a pas compté son temps, ni ses soirées, ni ses week-ends studieux pour réussir ce challenge. Remerciements également sincères et appuyés aux équipes des Espaces Antipolis, dirigées par mon ami Jean-Philippe Dallem, qui nous reçoit dans ce bel amphi avec tous les services dont nous avons besoin. J'espère que vous passerez 2 jours formidables,
qui vous marqueront dans le bon sens du terme. C'est notre cadeau pour les 50 ans de Sophia, nous qui en rencontrons l'histoire depuis plus de 20 ans. D'abord, merci, un immense merci, parce que qu'à Sophia Antipolis, on se préoccupe de la terre est un élément qui fait coïncider au fond l'avenir avec la croyance dans le progrès. Parce qu'en effet, il y a deux façons de regarder les choses quand on est binaire. C'est de dire où on continue la recherche, où on pense que l'homme est en capacité de relever les défis de son temps et les défis que quelquefois il génère lui-même. Ou bien on dit non, l'homme à la fois est obligatoirement générateur de malheur et il faut régresser et peut-être même disparaître. La deep ecology américaine va dans ce sens. Et donc, plutôt que de faire une introduction sur un sujet que connaît si bien Pierre Lafitte, et je remercie Pierre, on peut l'applaudir très très fort. Il est le symbole de quelqu'un ou d'un modèle qui consiste à dire est-ce que l'utopie peut rencontrer le réel? Eh bien, tant que les hommes rêvent ou imaginent plus que rêvent l'avenir, ils sont en capacité de relever les défis. Le jour où les hommes ne sont plus capables que de regarder leur nombril ou le pointe de leurs chaussures, à ce moment-là, ils ont de grandes difficultés. Et aujourd'hui, le fait que Pierre soit là, avec les élus, avec Mardonis, avec Yann Debras, avec Mme Salucki, avec des représentants éminents de la principauté, ça veut bien dire que nous avons une conscience du diagnostic. En médecine, il faut d'abord faire un diagnostic avant de faire un traitement. Et dans ce diagnostic, eh bien, on est obligé d'arriver dans la complexité. Le monde d'aujourd'hui, le monde humain d'ailleurs, n'est jamais binaire. Il n'y a jamais les blancs, les noirs, les rouges et les bleus. Il y a toujours une situation de complexité. Relisez Edgar Morin, la complexité, c'est la base, effectivement, d'une réflexion approfondie. Et donc celui qui dirait horreur, horreur, vous faites un symposium sur la Terre et vous avez une bouteille en plastique, est un imbécile. Parce que la bouteille en plastique qui est là, elle est peut-être vouée à disparaître tôt ou tard, mais ce n'est pas elle qui met en danger la planète. Et si on se met uniquement sur du négatif, c'est-à-dire de détruire ce que l'on a inventé, si on se met uniquement sur la culpabilité du comportement individuel, à ce moment-là, on n'a aucune possibilité d'avancer parce qu'on est dans la culpabilité, la honte. Et la culpabilité et la honte d'un siècle qui est un siècle de découverte et 21e siècle et de découverte et de révolution numérique, ça serait une erreur profonde que de dire on arrête tout. J'entends ça de temps en temps d'ailleurs sur Sophia Antipolis. On arrête tout, arrêtez cette croissance. C'est assez curieux d'ailleurs. Après avoir vécu pendant une bonne dizaine d'années dans lequel on nous expliquait que Sophia Antipolis était en déclin, la croissance actuelle fait peur. Arrêtez, arrêtez, non. 1000 emplois par an, non. De plus, non, surtout pas. Et donc, la réflexion, quand elle est complexe, elle est approfondie. Et quand elle est approfondie, elle est apaisée. Deuxième point, c'est l'urgence. Nous vivons dans la société de l'urgence, c'est-à-dire il faut donner immédiatement une réponse à un problème donné. Et donc, il est très facile de dire, la planète, la bouteille de plastique, qui est là sur la table. Et non. Forcément, la réponse, elle n'est pas immédiate, et elle mettra longtemps à se mettre en œuvre. Faut-il pour autant décider que le comportement individuel n'a aucune incidence? Bien sûr que non. Mais comment culpabiliser l'enfant qui froisse un papier et le jette par terre, quand on sait que la France n'est que pour 1% dans l'effet de serre, et que l'Europe est à 10%, et que nous sommes plutôt, il faut quand même le regarder, les bons élèves de la planète, si on compare l'action qui y est menée par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Pour autant, faut-il jeter le papier par terre? Non. Mais il ne faut pas expliquer à l'enfant que s'il y a 3 degrés de plus et la canicule cet été, c'est parce qu'il a jeté un papier par terre, parce que ce raccourci est un raccourci qui est mortifère, parce que tout le monde comprend que ça n'est pas vrai. La vérité. Comment dire la vérité quand elle est complexe? Quand un immense panache de fumée se dégage d'une usine en feu de Rouen et que le préfet, avec ce fond panoramique, explique qu'il n'y a aucun problème de pollution de l'air, il est en discordance évidente
avec ce que les gens voient. Probablement, il n'a pas tort sur l'analyse qui vient d'être faite au cœur de Rouen, parce que, et puis, heureusement, je le dis très clairement, heureusement que quelques jours après, la ministre de la Santé dit « Nous ne connaissons pas toutes les conséquences qui peuvent découler de cette situation et nous allons les analyser et essayer d'être transparents petit à petit. » C'est ça la vraie attitude scientifique. L'attitude scientifique, ça ne consiste pas à donner la réponse avant d'avoir cherché. Ça consiste à chercher dans un sens et avoir la capacité justement de modifier la position que l'on a avec la transparence nécessaire pour faire en sorte que chacun en soit informé. C'est pour ça que ce symposium me paraît très important, Jenny Plessis. Je vous remercie de l'avoir mis en œuvre, parce que il n'est pas c'est pas un coup, c'est une démarche qui désormais est une démarche obligatoire. Et Sophia Antipolis a cette responsabilité de relever les défis de demain. La révolution numérique, je ne vais pas vous la refaire, vous la connaissez tous sur le bout des doigts, et vous voyez bien combien elle bouleverse nos comportements individuels, nos comportements globaux, la façon dont nous avons de réagir. Et la preuve, c'est que très gentiment, on nous a expliqué qu'il valait mieux quand même rallumer notre portable à la sortie, tellement il fait partie de notre vie, et presque, je dirais, de notre être, qui a résisté longtemps, pour des raisons purement idéologiques et stupides, au smartphone. Maintenant, quand je n'ai pas mon smartphone pendant une demi-journée, je me culpabilise. Quelqu'un m'a appelé et je n'ai pas pu répondre. Calme, voilà. Il n'y a d'urgence que cardiologique. Voilà. Le reste, c'est des gens pressés. Donc, essayons d'avoir ce calme et cette vision d'avenir qui nous permet justement de dire dans 50 ans, à l'époque, ils avaient raison. Et à l'époque, ils ont pris la bonne orientation. Comme aujourd'hui, on peut dire, il y a 50 ans, les Pierre Lafitte avaient raison et on a pris la bonne orientation. Merci et bon travail à tous. On te laissera conclure, Pierre, cette introduction. Monsieur le ministre, monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, cher Pierre, mesdames, messieurs, je salue aussi représentant de la principauté de Monaco. Moment important, cher Jany, moment important, on en avait parlé. La Technopole, et je vois là un petit clin d'œil sur ces 50 ans, la Technopole de Sophia Antipolis est vraiment dans le mouvement sur les questions climatiques. Je crois que c'est la semaine dernière, il y avait un colloque, cher Pierre, à Mines ParisTech, à l'école des mines, qui était consacré à ces questions sur l'énergie décarbonée, ô combien stratégique et importante. Aujourd'hui, symposium, très belle initiative parce que je voudrais juste rappeler petite anecdote. Il y a 15 ans, en tant que président de l'Agence régionale pour l'environnement, nous avions à établir un programme, on était à Arles, à établir un programme sur les questions un peu stratégiques qui se posaient pour notre région face à la question de l'environnement et des politiques publiques. Et nous avions des scientifiques qui débattaient sur le réchauffement climatique. Et, très précisément, ce que le réchauffement climatique aurait comme impact, s'il était confirmé, puisqu'à l'époque il y avait une grande interrogation en la matière, s'il était confirmé, sur la zone côtière de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me souviens entrer dans une salle de conférence et voir une projection. Et en disant, voilà, dans 50 ans, dans 20 ans, voilà quel sera le trait de côte, la Camargue, imaginez. Voilà. Dans 30 ans, et voilà dans 50 ans. Quasiment l'eau était au pied d'Arles. Bruissement dans la salle, à la fin de la conférence, échange, avec y compris des journalistes, et un scepticisme dominant. Disant, c'est impossible, cela n'arrivera jamais,
car nous saurons de toute façon combattre cela si cela s'avérait, et les certitudes scientifiques en la matière ne se parlent. Je retiens de cette anecdote 2 choses. La première, c'est que nous avons la confirmation que nous n'avons plus le temps en la matière. Voilà. Ça ne veut pas dire confondre l'urgence climatique avec une rapidité de mauvaise aloi et une espèce d'excitation qui laisserait que les humeurs, les passions et empêcherait la raison. Au contraire. Ça veut dire que face à une telle urgence, il importe que les politiques publiques qui sont mises en place soient à la hauteur de l'urgence. Politique publique d'une part, mais globalement prise de conscience de la société et acte des uns et des autres et détermination des priorités en conséquence. Et c'est là où je rejoins Jean Leonetti. Nous ne pouvons pas, face à des questions de ce type-là, en rester simplement sur les symboles, même s'ils ont leur importance. Mais il importe que nous soyons sur des politiques qui soient particulièrement efficaces. Et c'est le deuxième élément. Là, de cette urgence, nous sommes confrontés à une question majeure qui concerne la préservation de ce qui nous accueille. Enfin, j'entends dire souvent la Terre va disparaître. Non, la Terre demeurera. Est-ce que l'humanité, elle, saura demeurer sur Terre? Là, c'est une autre question. Je lisais encore récemment qu'il y a eu une époque où il y avait de l'eau sur Mars et qui s'est évaporée, cher Pierre. Bon. Cela veut donc dire qu'à partir de là, nous n'avons à être ni dans une sorte d'inconscience en disant « mais non, cela n'arrivera jamais », et avoir une claire conscience de l'urgence, mais deuxièmement, de se dire à partir de ce moment-là, mettons en œuvre à tous les niveaux les actions qui correspondent. Et à tous les niveaux, avec ce souci permanent d'une efficacité basée sur une rationalité des choses. Vous savez, la raison n'empêche pas l'émotion. Hein. Au contraire, parfois, je me souviens que en commentaire de texte, nous étudions les allitérations pour qui sont ces serpents et voir comment l'émotion avait été introduite dans le texte par l'auteur. Eh bien, si nous arrivons à la fois à avoir cette efficacité et être capable, dans la complexité des choses, de déterminer des politiques publiques et des attitudes citoyennes qui correspondent à cette urgence et qui correspondent aux enjeux, eh bien je pense que nous aurons fait collectivement œuvre utile. Dans ces œuvres utiles, il y a ce type de symposium. Dans ce type de symposium, il y a un impératif qui nous a été rappelé, c'est d'essayer d'éviter des dérapages sur les horaires. J'en resterai donc là, dans mon propos, de façon à, et je lis une certaine déception dans les yeux, mais nous la surmonterons collectivement, et en vous souhaitant d'excellents travaux. Et pardon, mais c'est aussi la vie, je ne devrais, alors que j'avais prévu, chère Janie, d'être ce matin parmi vous, mais il y a des obsèques à Valbonne, et l'humain, c'est aussi le respect de ceux qui nous ont précédés, comme on accueille avec autant de joie ceux qui nous rejoignent. Merci, très bons travaux.